Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine. Nous avons le privilège aujourd'hui d'être accueillis en plein cœur de l'Institut du monde arabe qui consacre une exposition exceptionnelle sur les Juifs d'Orient intitulée « Juifs d'Orient, une histoire plurimillénaire ». Et pour nous accompagner dans cette exposition, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Benjamin Stora. Benjamin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes historien, chercheur, spécialisé en particulier sur les Juifs d'Afrique du Nord et d'Algérie, et vous êtes le commissaire général de cette exposition. Lorsque l'on pénètre à l'intérieur de cette exposition, nos sens sont en émoi. Les couleurs, les images, les photos, les odeurs, on pourrait même dire, ce que l'on entend, puisqu'il y a des chants, il y a des poésies qui sont récitées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est à l'origine de cette décision d'organiser et de mettre en place cette exposition ici, à l'Institut du monde arabe? Eh bien, l'origine de cette exposition, c'est très simple, c'est la suite d'une trilogie en fait, puisque la première exposition à l'Institut du monde arabe était consacrée au pèlerinage du Hajj, à la Mecque, dans les années 2014-2015, et puis ensuite il y a eu une seconde exposition consacrée cette fois aux chrétiens d'Orient, donc dans les années 2016-2017. Et il était évident pour le président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang, qu'il fallait donc évoquer la présence des Juifs, c'est-à-dire de la troisième grande religion monothéiste de cette région du monde, à l'Institut du monde arabe. Donc, naturellement, la question de l'histoire des Juifs dans cette partie du monde, très vaste d'ailleurs, on y reviendra. Et donc, cela fait suite, en fait, à deux précédentes expositions. Mais, naturellement, compte tenu de l'actualité, on sait qu'il y a toujours des difficultés, bien sûr, à aborder le problème de l'histoire juive en Orient au sens large, au Moyen-Orient en particulier. Et donc, cette exposition n'est pas, disons, directement liée à un événement politique. Elle est liée simplement à une suite logique, classique, évidente et nécessaire de cette histoire très particulière. Voilà la décision. Alors, à partir de là, il a fallu bien sûr réfléchir, travailler, et puis bien sûr aussi réfléchir au titre de cette exposition. Parce que ce n'était pas du tout évident de parler, d'utiliser le terme de Juifs d'Orient. Bon. Moi j'ai beaucoup insisté sur cette notion de Juifs d'Orient. Il y a eu des discussions à l'intérieur du conseil scientifique, tous n'étaient pas d'accord avec ce titre. Certains voulaient par exemple qu'on mette simplement Juifs du monde arabe. Bon, juifs arabes, donc il y a, ou juifs du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Vous voyez, alors c'était un peu long ça. Moi j'ai plaidé pour Orient pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Orient, dans l'imaginaire collectif, c'est de là d'où vient la lumière. L'Orient c'est le désert, l'Orient c'est l'origine de la création de cette religion monothéiste. Et puis l'Orient, c'est cette phrase, ce mot, prononcé par ma mère lorsque je l'ai ramenée à Constantine en 1990, avant son décès, et elle écoutait de la musique ma'alouf constantinoise, et elle s'est mise à pleurer. Et ça a été filmé pour une émission de télévision. Et elle a eu cette phrase, quand on lui posait la question pourquoi elle pleurait, dans cette nostalgie, dans l'écoute de cette musique, elle a dit « Je suis une femme d'Orient ». Je suis une juive d'Orient. Et ça m'a frappé. Parce que moi, personnellement, je n'avais jamais eu le sentiment que ce mot était si important. Mais il est venu d'elle, d'une femme qui était née au début du XXe siècle, en 1918. Et elle a dit, je suis une femme d'Orient, je suis une juive d'Orient. Et ça a été pour moi l'argument le plus convaincant. C'est-à-dire de tous ces hommes et ces femmes qui arrivaient de cette autre partie du monde, qui n'était pas, disons, le nord au sens large, mais le sud au sens large. Et ce sud au sens large, il est très vaste, il est immense, il est considérable, il va pratiquement de l'Atlas à l'Euphrate. Et donc, par conséquent, j'ai plaidé pour l'acceptation, et d'autres aussi naturellement m'ont soutenu. Je pense à d'autres membres du conseil scientifique, comme Sonia Felous, qui a joué un très grand rôle
dans la fabrication de cette exposition, bien entendu, mais d'autres aussi. Hein. Je pense à Mohamed Kenbib, qui est un grand historien marocain, qui est très très important, qui a siégé dans ce conseil scientifique, Denis Charbit, bien sûr, et puis Frédéric Abécassis, le professeur Lelouch, etc. Il y a eu cette discussion très importante, et tout le monde ensuite est tombé d'accord sur le terme « juif d'Orient ». Voilà. Très bien, alors si nous avons effectivement l'interprétation du terme et de la localisation, est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs quel est le point de départ historique de la présence des Juifs en Orient? Alors c'est une présence naturellement extrêmement ancienne parce que les Juifs sont entre guillemets des autochtones. Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés d'ailleurs pour s'installer ensuite, mais ils appartiennent à cette histoire complètement. Ils sont de l'intérieur de cette histoire, dont ils vont ensuite, dans cette histoire intérieure, se promener entre guillemets. Et naturellement évoluer d'une rive à l'autre, mais on peut dater cette présence si on se réfère à des documents archéologiques, dont certains d'ailleurs sont présents à cette exposition, sont montrés à cette exposition à l'Institut du monde arabe, du IIe siècle environ avant Jésus-Christ, bien sûr, où on trouvera des pièces de monnaie en or de ce royaume juif de cette époque, avec des menorahs, qui est l'emblème principal sur lequel les Juifs, à travers leurs pratiques religieuses, ont pu s'identifier en permanence, d'ailleurs tout au long des siècles et de l'histoire. On voit dans cette exposition aussi des inscriptions hébraïques qui arrivent de Volubilis au Maroc. C'est une pièce absolument exceptionnelle hein, qui est montrée ici, je crois, pour la première fois en Europe dans cette exposition hein, de l'Institut du monde arabe. Donc c'est aussi un prêt qui a été donné par un musée marocain. Donc il y a aussi une collaboration sur laquelle on pourra revenir sur la collaboration d'un certain nombre d'institutions et de musées, sans quoi cette exposition n'aurait pas pu être possible, bien sûr. Donc il y a naturellement une présence extrêmement ancienne. Hein. Alors, on la date, bien sûr, par des pièces archéologiques, mais dans l'imaginaire et dans la transmission religieuse, elle est beaucoup plus ancienne, bien sûr, hein, puisque on peut revenir naturellement à la lecture de la Haggadah, la lecture des livres saints, des livres juifs qui nous ramènent dans la transmission mémorielle, j'allais presque dire immémoriale. On est sur 5700 ans d'histoire et pas simplement, bien sûr, le IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors si justement on parle de présence de Juifs en Orient, en dehors de la terre d'Israël, est-ce que l'on peut rappeler justement pourquoi les Juifs ne sont pas sur la terre d'Israël, comme cela est présenté notamment dans la Bible? Quel est l'événement qui se produit sur la terre d'Israël qui provoque cet exil d'une partie de la communauté juive, du peuple juif, sur les terres d'Orient? Il y a plusieurs événements. Il y a des guerres intestines, il y a des guerres, disons, de tribus, entre guillemets, de cette époque-là, qui provoquent des déplacements. Ce sont des circonstances politiques, en fait historico-politiques, hein, qui provoquent à chaque fois des déplacements, des errances, bien sûr, hein, telles que celles qui sont rapportées dans la Bible, bien sûr. Hein, la plus célèbre est celle, naturellement, de la traversée du Sinaï. On la connaît tous. Mais ce sont à chaque fois des guerres et des événements politiques dans une situation où à chaque fois, dans chacun de ces déplacements, il y a la volonté chez les Juifs de transporter et de porter avec eux cette mémoire de leur origine, de la création de leur religion, à travers la langue hébraïque, à travers la culture qui leur est propre, à travers les liturgies religieuses. Il y a à chaque fois, disons, cette façon de transporter avec soi, quels que soient les aléas, quelles que soient les guerres, quels que soient les affrontements, cette volonté, bien sûr, de rester accroché à des principes, à une histoire particulière qui est celle de la création du monothéisme, hein, tout simplement. Et à partir du moment où on parle donc de déplacement, comme vous l'avez évoqué, va nécessairement se mettre en place une idée de brassage de culture. Oui. On ne parle pas encore en Orient de présence de l'islam. Quelles sont les autres présences qui étaient là au moment où les Juifs arrivent sur ces territoires? Alors bon, il y a deux grandes civilisations dans lesquelles les Juifs vont vivre, évoluer, bien sûr, la civilisation grecque et la civilisation romaine. Mais je pense que d'autres chercheurs sont beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler. Je pense en particulier aux travaux de Sonia Fellouz, bien sûr, pour parler de cette question-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, avant l'arrivée de l'islam, il y a cette présence juive par rapport à d'autres grandes civilisations. Et on doit noter, bien sûr, qu'il y a cette sorte d'intégration, je n'arrive pas à trouver un autre mot que celui-là,
dans chacune de ces civilisations et de ces cultures. C'est-à-dire qu'on préserve à la fois son identité propre, tout en s'adossant, tout en étant présent à l'intérieur de ces civilisations. De sorte qu'il y a effectivement des passages, des hybridations et des métissages qui existent sans cesse. Ce n'est pas des oppositions radicales entre une religion juive immuable et des histoires particulières de civilisation. Non, il y a au contraire, à travers l'hybridation, une métamorphose, tout en restant fidèle à des principes, tout en restant fidèle à une histoire ancienne. Donc il y a cette circulation, ce va-et-vient, et qui s'exprime notamment à travers la question de la langue, puisque, bien sûr, les Juifs vont parler différentes langues, ils vont être très souvent bilingues, voire trilingues, dans chacune des civilisations traversées. Et c'est aussi une très grande originalité de ce qu'on pourrait appeler la civilisation juive. C'est-à-dire de traverser des histoires différentes, traverser des civilisations différentes, être soi-même, mais en même temps emprunter et donner aux autres. C'est-à-dire échanger et donner aux autres. Ne pas se replier sur soi et combattre en permanence les autres. Mais non, il y a cette volonté à la fois de transmettre et à la fois de prendre chez les autres. C'est-à-dire qu'il y a cette circulation et ce va-et-vient. C'est, je crois, je pense, une des grandes particularités de cette histoire juive. Et le statut, alors justement, le statut non pas politique, mais sociétal du juif dans ces territoires. On connaîtra un peu plus tard, on y reviendra bien évidemment, la situation et le titre de dhimmi dans le monde musulman, mais avant le monde musulman, comment est-ce que les juifs arrivent à s'intégrer dans ces différentes sociétés ? Ils s'intègrent tout simplement par le travail. C'est-à-dire qu'il y a la pratique religieuse, mais le travail. Alors le travail, bien sûr, ça peut être un travail manuel très difficile, qui les met au bas de l'échelle. Donc c'est très... Bien sûr, ce sont des travaux vraiment très douloureux, très difficiles, mais aussi le travail, ça signifie le travail de l'art, le travail dans l'orfèvrerie, le travail dans l'artisanat, le fait de créer, d'inventer des pièces de tissus, des vêtements. On retrouvera par conséquent des membres de la communauté juive à toutes les extrémités de la société, en fait, fondamentalement, dans à la fois des travaux pénibles, mais aussi dans une dimension à la fois artistique et intellectuelle. Alors évidemment, ce n'est pas la majorité des membres des communautés, mais quand même, il y a un dégagement, disons, de savants, d'intellectuels à l'intérieur de ces civilisations, de sorte que plus tard, on saura que c'est en partie, pas seulement, mais en partie, par l'intermédiaire des Juifs qu'ont été transmis la civilisation grecque, la grande civilisation qu'on connaît, grecque bien sûr, des grands philosophes grecs, et en partie traduit, transporté, transmis par, disons, des membres éminents de la communauté juive qui vont transmettre vers le nord, vers l'Occident, disons, ces apports de civilisation gréco-romaine. Donc ils jouent aussi ce rôle-là, très tôt, très en amont, dans ce rôle de passeur, en fait, fondamentalement, de civilisation. Et lorsque le monde musulman se met en place avec les premières conquêtes, est-ce que la communauté juive, les communautés juives, voient cette nouvelle politique qui se met en place, ce nouveau pouvoir qui se met en place, est-ce qu'ils le voient comme étant une espérance d'un nouveau statut qui pourra peut-être leur donner encore un peu plus de facilité pour vivre au sein de ces sociétés, ou est-ce qu'ils sont plutôt réticents face à toutes ces conquêtes du monde musulman ? Alors c'est une question très vaste, parce que tout dépendra des régions, tout dépendra des pays, etc. Mais grosso modo, il y a eu, avant l'arrivée de l'islam, pour aller très vite, des persécutions, notamment des Visigoths contre les communautés juives. Donc c'était des situations qu'on qualifierait aujourd'hui de pogroms, de persécutions, etc. De sorte que quand les Arabes arrivent à l'extérieur de l'Arabie, mais dans le reste du monde oriental, les populations autochtones accueillent cela comme une forme, disons, d'espoir. C'est un peu classique ça d'ailleurs, lorsqu'on souffre dans des situations particulières et qu'on voit arriver, disons, une troupe étrangère, on se dit, pourquoi pas, dans le fond, pourquoi pas espérer une amélioration de son sort, de ses conditions, c'est toujours un espoir. Alors cet espoir, il va être à la fois réalisé et en même temps déçu. Pourquoi ? Réalisé parce que les Arabes vont stabiliser la condition juridique des Juifs par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la charia, c'est-à-dire la dhimmitude, c'est-à-dire le statut de dhimmi pour les minorités non musulmanes, pas simplement les Juifs. Et donc ça stabilise, bien sûr, ça installe par un statut juridique la présence de ces communautés non musulmanes. Donc ça c'est important.
C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, disons, des sujets soumis à certaines obligations, notamment l'impôt, hein, vous savez, ces questions de statut juridique, c'est toujours très, très matériel. Donc la dimitude, à la fois, disons, installe une séparation, une discrimination, la fige, l'organise. Hein, c'est-à-dire de ne pas paraître supérieur aux musulmans dans la conduite de la vie de la cité, dans la vie urbaine, etc. Mais en même temps les protège contre les exactions possibles, contre les persécutions possibles. Donc il y a ces deux aspects hein, qui cohabitent en permanence lorsque s'installe, disons, ce statut de la dimitude. Donc ces deux aspects-là. Il faut rappeler d'ailleurs qu'à l'époque, en Occident, au sens large, encore une fois, il n'y avait pas ce statut-là hein, pour les Juifs, pour les communautés juives. Ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y avait un véritable statut d'infériorité dans l'Occident, plus que dans l'Orient? Alors, il y avait un statut en Orient, bien sûr, je l'ai dit, d'infériorité, hein, la marque de vêtements, de ne pas couvrir le champ du muezzin, le fait de ne pas se retrouver sur la même rue hein, lorsqu'on marche dans une rue par rapport à un musulman, etc. Ça, c'est un statut hein, d'infériorisation, ça c'est sûr. Mais en même temps, un statut de protection, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur les Juifs, les tuer, les vendre. Enfin, vous voyez, c'est quand même des choses très, très cruelles. Hein. Faut se représenter l'époque à laquelle on se situe. Mais ce n'était pas le cas en Occident. En Occident, il n'y avait aucun statut. C'est-à-dire que c'était l'arbitraire le plus absolu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de codification, il n'y avait pas de règles. Hein. Je dis cela parce que lorsque, disons, le statut du dhimmi disparaît sous la poussée des intégrismes, notamment l'intégrisme des almohades, qui, disons, sont des intégristes fanatiques religieux. Pour eux, c'est la conversion ou la mort, hein, tout simplement. On connaîtra ça après pour les chrétiens, hein, quelques siècles après. Eh bien, ce statut vole en éclats. Et donc, à partir de là, il n'y a plus de système de protection possible. Et en Occident, lorsqu'il y aura ce qu'on appelle la reconquête, hein, la reconquista, notamment Isabelle la catholique, etc., il y a la volonté de n'avoir aucun statut particulier. C'est la conquête c'est la conversion ou la mort, pardon. Et cette conversion, d'ailleurs, obtenue par des moyens qu'on connaît, les moyens de l'Inquisition, qui sont extraordinairement violents. Hein. Donc, lorsqu'il y a, par conséquent, un changement politique qui intervient, il y a un retour du statut de dhimmi. Et lorsque les Juifs vont s'enfuir, par exemple, avec les musulmans, de l'Espagne pour ensuite aller vers l'Afrique du Nord et se réfugier où ça? Dans l'Empire ottoman. Ils vont retrouver quelque part au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle ce statut de protection et d'infériorisation. Bon, c'est ça qu'il faut aussi bien comprendre, c'est-à-dire que tout dépend des aléas de ceux qui dirigent, de ceux qui sont au sommet de l'État. Soit ce statut devient cruel, difficile, qui infériorise, soit au contraire il protège. Et tout dépend aussi, bien sûr, de la place sociale que vont occuper les représentants de cette communauté juive. Donc vous voyez, cette histoire de dhimitude, c'est très complexe, parce que c'est à la fois, bien sûr, la marque, disons, d'une ségrégation, mais c'est aussi la marque d'une protection. Et tout ça va voler en éclats, cette conception du monde hein, va voler en éclats, avec l'arrivée de la Révolution française, avec la question de l'égalité juridique et citoyenne. À ce moment-là, c'est fini. Je veux dire qu'on n'a pas, disons, la hiérarchisation communautaire qui organise la vie des sociétés. Alors effectivement, on y arrivera bien évidemment, mais pour rester encore avec le monde musulman, au moment des grandes conquêtes, du coup, les Juifs se retrouvent sur un territoire qui est extrêmement vaste, avec ce statut de dhimmi, qui leur permet tout de même d'avoir la possibilité de se déplacer et de faire du commerce sur l'ensemble du territoire musulman. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une richesse et un échange qui va se faire parmi tous ces pays-là, puisque maintenant les Juifs vont pouvoir se déplacer sur l'ensemble de ces territoires? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a effectivement la possibilité pour les commerçants juifs, qui est une possibilité qui leur est laissée notamment parce que la religion musulmane interdit l'argent, l'usure et même le fait de travailler l'or. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grands bijoutiers juifs. Je dis cela parce que ma famille était des grands bijoutiers juifs de Constantine. Ils ont inventé des bijoux en argent et en or, notamment ce qu'on a appelé les bijoux berbères. Et donc ils vont effectivement travailler sur, disons, l'artisanat, travailler naturellement
sur le commerce, hein, tout simplement, et donc se déplacer, parce que s'il y a une activité commerciale, il y a forcément des activités de déplacement, de transport, de circulation d'un point à l'autre. Les Juifs vont jouer un rôle extrêmement important à ce niveau-là. Les caravanes, le commerce, naturellement aussi le trafic maritime, et donc à partir du moment où ils voyagent énormément, ils ramènent de toutes les contrées traversées, ils ramènent des influences, ils ramènent des modes vestimentaires, ils ramènent des façons d'être, des façons de se cultiver, de parler, de manger, ils ramènent aussi les nouvelles nourritures, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a à travers, disons, cette volonté de déplacement et de circulation, une sorte, j'allais dire, d'ouverture au monde. C'est-à-dire que ce ne sont pas des communautés entièrement fermées, disons, sur un seul aspect, mais ce sont des communautés ouvertes au monde. C'est ça aussi qui a fait la richesse et qu'on voit dans cette exposition. Parce que ce qu'on voit dans cette exposition, c'est l'extraordinaire richesse plurielle, on pourrait presque dire de polyphonie, à l'intérieur de tout cet univers musulman, islamique traversé. Par exemple, si on prend des exemples de robes de femmes, lorsque on a préparé l'exposition, moi j'avais commencé à prendre personnellement des photos. Alors il y avait la photo d'une femme, d'une mariée irakienne. Hein, et j'ai prise en photo, et puis j'ai pris en photo une robe de mariée ottomane. Et je l'ai mise sur mon site pour annoncer l'exposition en disant voilà, il y aura bientôt une exposition, voilà, robe de femme juive ottomane. Et j'ai reçu, vous savez comment c'est les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et j'ai reçu immédiatement 50 commentaires venant du monde arabe, du monde musulman, qui disent mais non, c'est pareil pour nous, c'est nous qui avons avancé. C'est-à-dire qu'en fait, cette robe que je montrais là, c'était aussi la robe d'une femme musulmane. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait la parure qui changeait, peut-être qu'il y avait un détail important qui changeait, mais c'était la même robe. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, disons, avaient le sentiment que juifs et musulmans appartenaient à un univers identique. Au niveau de ce brassage dont vous parlez là, ce brassage culturel finalement, il y a aussi nécessairement un brassage religieux qui se met en place. Et en préparant bien évidemment notre rencontre aujourd'hui, j'essayais d'avoir quelques réflexions sur le lien, les points communs et les points de divergence qui peuvent exister entre Torah, Coran, halakha, charia, c'est-à-dire les codes de loi essentiels de la culture juive et musulmane, et d'un autre côté aussi la halakha, la pratique, comme la charia. Quelle est votre vision justement sur les ponts qui peuvent exister? Alors bien évidemment, sans avoir une interprétation profonde, religieuse, mais comment est-ce que les croyants de ces différentes foi ont pu vivre sur le même territoire? D'abord, c'est la croyance en un seul Dieu. Il faut partir du plus simple. C'est-à-dire que la croyance dans un Dieu unique, hein, ça c'est la chose qui est la plus importante. Après, bien sûr, une fois cette croyance établie de manière forte, hein, il y a effectivement les pratiques, les ritualisations religieuses hein, qui peuvent différer notamment à partir des interdits alimentaires. Il y a beaucoup plus, à ma connaissance, vous êtes rabbin donc vous savez mieux que moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'interdits alimentaires chez les juifs que chez les musulmans. Ayant moi-même été élevé dans une tradition orthodoxe à Constantine, jusqu'à ma bar mitzvah, avant d'arriver en France, j'avais le sentiment qu'il y avait beaucoup d'interdits alimentaires. Mais je ne me doutais pas que c'était à ce point. Donc vous voyez, il y a des points communs
qu'on peut comme ça voir dans la vie quotidienne, mais des différences, bien sûr le rapport à l'alcool, au vin, qui est célébré chez les juifs, qui ne l'est pas chez les musulmans. Bon, ça, ce sont des différences qui renvoient à des histoires très anciennes, à des pratiques très anciennes. Maintenant, comment dirais-je, sur la vie de la cité, c'est-à-dire sur l'organisation de la vie de la cité au sens plus large, il y a beaucoup aussi de points communs, c'est-à-dire le fait d'organiser la vie de la cité de manière communautaire avec l'élection des représentants de la communauté. Ça, c'est des choses aussi qui existent et que là aussi j'ai pu observer, là ça renvoie directement à mes travaux et mon vécu, par exemple dans certaines régions d'Algérie comme en Kabylie avec la Djemaat, c'est-à-dire une sorte d'assemblée en fait de notables qui décident de l'organisation de la vie citoyenne en fait pour la communauté. On retrouvera, disons, ce type de pratique bien sûr dans la communauté juive. La présence des Juifs sur la péninsule ibérique, qui était absolument exceptionnelle, qui va être malheureusement chamboulée avec, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les conquêtes almohades qui arrivent notamment du Maroc. Est-ce que ça va engendrer une nouvelle diaspora avec justement l'étalage ou plutôt la présence de communautés juives maintenant sur un nouveau territoire, beaucoup moins concentré que sur la péninsule ibérique? Ah oui, bon, les Juifs étaient là en Espagne avant l'arrivée des conquérants berbères musulmans, qui progressivement ensuite se sont arabisés. Parce que c'est l'arabisation, le processus d'arabisation, c'est une parenthèse que je fais, qui va naturellement toucher la communauté juive, hein. Mais aussi les musulmans, qui ne sont pas tous des Arabes, loin s'en faut, ils sont d'origine berbère, mais qui vont être arabisés du point de vue de l'assimilation culturelle. Il est évident que la reconquête, c'est-à-dire le fait d'être chassé d'un pays, cette reconquête, elle va aboutir à une formidable dispersion des communautés juives sur l'ensemble du monde méditerranéen, pratiquement du Maroc jusqu'à l'Empire ottoman. Ça, c'est très important, parce qu'il y avait beaucoup de juifs, évidemment, dans la péninsule ibérique. Mais ces communautés juives, disons espagnoles, hein, emmènent avec eux un savoir-faire, disons une grande culture aussi, hein, et puis une langue. Une sorte de judéo-espagnol qui sera longtemps parlé. Mon grand-père parlait du judéo-espagnol dans les Aurès, par exemple. Donc ça, pas mon père. Donc il avait complètement perdu l'usage de cette langue. Ils vont naturellement, j'allais dire, irriguer les communautés juives, les plus pauvres, en Afrique du Nord, par exemple au Maroc, en Algérie, jusqu'en Tunisie, etc., parce qu'ils amènent avec eux une civilisation très importante qui avait été apportée par les Omeyyades, par les Abbassides, par toute une série de dynasties musulmanes, et puis par de grands penseurs juifs qui avaient effectivement aussi joué un très grand rôle dans cette culture. Bon, on pense en particulier, c'est le personnage clé de cette exposition, c'est Maïmonide, bien sûr. Et donc on voit par conséquent une dispersion extraordinaire, et ils vont presque, on pourrait presque dire, bon, le terme est un peu régénérer, parce qu'ils ont des rabbins très importants, c'est-à-dire qu'ils ont des grands savants rabbins. Et c'est vrai que dans ces communautés juives d'Afrique du Nord, il y a eu beaucoup de syncrétisme avec l'islam, c'est-à-dire beaucoup de mélange, pour ne pas dire plus. On ne savait plus trop distinguer d'ailleurs dans certaines tribus des Aurès ou de la Kabylie, etc. Alors bien sûr, il y avait la Ménorah dans un coin, on disait bon, alors c'est sûrement des juifs, mais enfin les pratiques quelquefois étaient les mêmes, et j'allais presque dire même les superstitions surtout étaient les mêmes, hein. Vous savez, ça c'est très important, hein. Qui sont avant d'ailleurs, les pratiques de superstition avant l'arrivée des grands monothéismes, hein. Je veux dire, bon, la main de Fatma, enfin, la haine, le fait de jeter de l'eau et on revient après pour le voyageur, etc. Tout ça, ce ne sont pas des pratiques religieuses, bien entendu, mais qui sont communes. C'est effectivement un très grand tournant, l'arrivée des Juifs d'Espagne, enfin la dispersion des Juifs d'Espagne. Mais c'est aussi un grand tournant pour les musulmans, hein. Ça, bon, ce n'est pas le cadre de cette émission, bien évidemment, parce qu'eux aussi, bien sûr, vont se disperser. Les savants, les lettrés de toute une série de courants religieux très différents, d'ailleurs, de l'islam, et qui vont irriguer, hein, sur l'ensemble. Ça a été très peu étudié, d'ailleurs, jusqu'à présent, et qui vont irriguer, avec les Juifs, d'ailleurs, qui vont irriguer, disons, l'ensemble de cet univers. Alors vous parliez justement des Juifs du Caire, et ça, bien évidemment, me pousse à voir et échanger quelques mots sur la Gniza du Caire. Oui. Alors cette Gniza, donc, pour le rappeler à nos téléspectateurs, elle a au moins deux particularités. Généralement, une Gniza est un endroit dans lequel nous enterrons
dans la terre, à l'intérieur de la terre, les écrits sacrés, les écrits religieux. Ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, je viens de le dire, c'est réservé aux écrits religieux. La Gnisa du Caire, justement sur ces deux points, il y a quand même une grande singularité, c'est qu'elle n'était pas enterrée dans la terre, mais simplement derrière un mur d'une synagogue, et on n'y trouve pas que des écrits religieux. Il y a toutes sortes d'écrits en langue hébraïque, certes, mais qui parlent également de la vie du quotidien. Est-ce que vous, en tant que chercheur, pour notamment préparer cette exposition et autre chose, est-ce qu'il y a effectivement une source d'enseignement, de richesse, de la façon dont vivaient les populations à cette époque au sein des sociétés? Oui, parce que c'est important ces manuscrits du Caire, parce que vous l'avez indiqué, il y a un double regard qu'on peut porter, une double fonction, bien sûr, des manuscrits de type classiquement religieux, donc d'interprétation de la Torah, etc. Mais ce qui est très intéressant, et peut-être plus intéressant, peut-être pour le chercheur d'aujourd'hui, c'est l'inscription des Juifs dans une vie quotidienne, dans une vie sociale, dans une vie culturelle. Des lettres de voyage, des journaux intimes, des façons de raconter la vie, de raconter des rencontres en fait. Et c'est tout cela qui figure dans ces manuscrits. C'est donc un document extraordinaire qui nous renseigne sur l'organisation de la vie quotidienne des communautés au Caire à cette époque-là. Bien sûr, sur aussi l'organisation de la vie religieuse, de la vie théologique, hein, bien entendu, c'est très important. Mais là, honnêtement, moi je ne suis pas un spécialiste, je ne pourrais pas vous parler des différentes variations théologiques pouvant exister dans l'interprétation de ces textes. J'ai été très intéressé, même frappé, par le rôle joué par l'imprimerie. Oui. Pour justement unifier le mode de vie des communautés juives lorsque, notamment, le livre de Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, le code de loi encore appliqué aujourd'hui dans les différentes communautés, a pu se répandre à une vitesse incroyable grâce à l'imprimerie, à une époque où justement pour l'islam, il était interdit d'imprimer les caractères arabes et sacrés. Quel est justement ce rôle-là, peut-être insoupçonné au début, de l'imprimerie dans le monde religieux? Ça nous prouve une chose, c'est que les communautés juives de cette époque étaient, j'allais presque dire, très en prise avec la modernité, avec la nouveauté, avec la technologie en fait, fondamentalement. Ils n'étaient pas repliés, disons, sur c'était mieux avant, on fait rien et c'est formidable et on bouge rien. Bon, au contraire. Voilà un nouvel instrument qui apparaît, l'imprimerie, une révolution phénoménale. Eh bien, ils s'en emparent. Ils s'emparent de cette nouvelle technologie qui va leur permettre de diffuser du savoir, de la connaissance, bien entendu. C'est fondamental. Et donc, par conséquent, d'éclairer aux 4 points du monde de l'époque ce qu'a été la pensée juive, son histoire, etc. Bon, alors évidemment, il y a eu des réticences, vous l'avez dit, dans le monde musulman, sur le fait d'utiliser dans un premier temps, ce qui leur a causé, je pense, un certain retard, parce que le monde musulman avait pris beaucoup d'avance, notamment sur la technologie de son époque, à travers une série de pratiques scientifiques, notamment en médecine et notamment en chirurgie. Il y avait aussi, bien sûr, des grands chirurgiens juifs, le plus célèbre étant Maïmonide, un grand chirurgien. Donc il y a un retard qui est pris dans le refus, disons, de mise en œuvre des nouvelles technologies. Bon, ils le rattraperont, ce retard, plus tard, mais vous avez raison de souligner la faculté d'adaptation du monde juif aux technologies et à la modernité, et y compris d'être dans le temps où ils vivent. Et ça, c'est très important. Et donc, y compris de parler la langue qui est la leur dans le temps où ils vivent, c'est-à-dire sans vouloir disons, imposer la leur, mais en préservant, encore une fois, sa propre histoire. Dans le fond, c'est très intéressant du point de vue de l'histoire juive, parce qu'on a sans arrêt ce balancement. C'est-à-dire ce balancement entre rester fidèle à soi-même et s'ouvrir au monde. C'est toujours la même histoire, l'histoire des Juifs. Si on reste fidèle à soi, on n'oublie jamais d'où l'on vient, jamais. C'est-à-dire que la fidélité à ses parents, à ses proches, à son histoire, à sa mémoire, bien entendu, mais en même temps, on ne se coupe pas du monde tel qu'il existe. Et au contraire, on essaye d'apporter quelque chose au monde et aussi de prendre des choses du monde. Ça, c'est très important. Et c'est ce va-et-vient, disons, qui a fait toute cette richesse, toute cette culture qu'on voit dans l'exposition de Lima. Et je dis cela parce que, d'après les premiers visiteurs qui viennent ici et qui nous parlent de cette exposition, le grand sujet d'étonnement, c'est la richesse culturelle de ce monde juif. C'est-à-dire, vous savez, malheureusement, je dis oui, malheureusement,
on a eu tendance à dévaloriser cet univers, parce que monde séfarade par rapport au monde occidental très développé, et donc des personnages un petit peu du Sud, j'allais presque dire illettrés, en retard sur la culture, la civilisation. Or, il faut savoir, notamment pour les jeunes générations de Juifs issus de cette histoire, qu'ils sont les héritiers d'une immense culture. C'est pas, je vous dis ça parce que moi-même, malheureusement, dans les processus dits d'assimilation culturelle, j'avais tendance, arrivant d'un monde d'Algérie, j'avais peut-être tendance, en arrivant en France, à dévaloriser ce monde. Je veux dire d'où je venais. C'est-à-dire, pour moi, arrivant dans un pays comme la France, Paris, il y avait cette espèce d'émerveillement, disons, d'une modernité technologique ou autre, et je me disais, dans le fond, j'arrive d'un monde qui était, entre guillemets, en retard. Bon. Et il a fallu des années, lorsque j'ai écrit mon livre « Les clés retrouvées », bien plus tard, quand je parle de ma famille, des origines de ma famille, et là, je me suis aperçu, dans le fond, qu'ils étaient porteurs d'une très grande culture. Parce que c'était des grands artisans qui fabriquaient des objets, qui étaient des artistes, en fait, fondamentalement, qui parlaient plusieurs langues, ils naviguaient entre plusieurs univers, ils n'étaient pas enfermés dans une seule culture. Ils étaient porteurs de cette richesse culturelle de manière extraordinaire, alors que l'assimilation, qui avait été la mienne, donc ayant grandi ici, bien sûr, moi, je me suis aperçu que c'était un appauvrissement, que j'avais perdu l'usage de la langue arabe, que je connaissais de plus en plus mal l'hébreu, si ce n'est de manière, j'allais presque dire mécanique, ritualisée uniquement par la prière, sans comprendre ce qu'on dit, sans comprendre ce qu'on lit. C'est comme ça que j'ai appris l'hébreu, moi, étant enfant à Constantine. Eh bien, il y avait en fait une seule culture, une seule langue, une seule civilisation. Et il y avait donc une espèce de mutilation, en fait. Alors, je ne voudrais pas que l'on fasse l'impasse sur une période justement très importante qui nous amène à notre période moderne aujourd'hui, l'Europe du 19e siècle, et l'influence de cette Europe sur l'Orient. Avec le mouvement de colonisation, de culture européenne qui va s'immiscer sur le territoire oriental pour rester focalisé sur l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Comment est-ce que, là encore, les communautés juives vont se positionner face à cette nouvelle culture qui prend le pas sur ce territoire? Alors là, c'est une immense question, parce que là, on retrouve encore une fois les traits d'une histoire très ancienne. C'est-à-dire que la promesse d'égalité citoyenne est formidablement bien reçue par les communautés juives, d'abord en Algérie, puis dans tout le reste de l'Afrique du Nord, et jusqu'en Orient, à travers l'Alliance israélite universelle, qui va répandre les idéaux de la Révolution française de manière extraordinaire. Et donc cette espérance et cette réalisation d'égalité citoyenne, ça, c'est quelque chose de très très fort. Ça n'avait pas existé, bien entendu. C'est un saut en avant sur lequel les communautés juives ne voudront pas revenir en arrière. Ne voudront pas revenir à ça. C'est-à-dire revenir à des statuts antérieurs, avec hiérarchisation des communautés, place de chacune par rapport à chacun, etc. Là, c'est fini. C'est le fait de pouvoir accéder à une liberté citoyenne. Ça, c'est un saut en avant considérable. Et en même temps, il y a la crainte de l'assimilation. Il y a la crainte de la disparition, il y a la crainte, disons, d'effacement des pratiques religieuses, d'effacement des mémoires, etc. Et donc, de sorte qu'il y aura effectivement, par exemple, pour ce qui concerne le fameux décret Crémieux de 1870, dont on voit le portrait ici, à l'exposition, qui a été prêté par le Musée d'art et d'histoire du judaïsme, eh bien, il y a par conséquent des oppositions qui sont faites par certains rabbins, pas tous, qui ont peur de la dilution, de la dissolution, disons, des pratiques communautaires dans l'intégration de la citoyenneté. Mais en fait, les choses vont s'adapter dans toutes les communautés des trois pays. Les choses vont s'adapter progressivement, c'est-à-dire être dans l'égalité citoyenne et préserver l'intimité religieuse, mémorielle et personnelle dans l'espace privé. Et ça, c'est une marque juive qui va s'imposer tout au long du XXe siècle. C'est très important parce que beaucoup de Juifs dans ces pays-là, lorsqu'ils s'engageaient, ils étaient du côté de la République. Et est-ce que cette volonté profonde d'intégration aux idéaux européens ne va pas justement être à l'origine de la rupture avec les communautés musulmanes oui. Parmi lesquelles nous vivions pendant tant et tant de siècles? Oui, bien sûr, ça va être une séparation, pas immédiatement, mais ça va être une séparation qui va s'effectuer au fur et à mesure des générations qui passent,
Bien sûr, c'est la question du décret Crémieux et de la séparation. Ça va provoquer des ressentiments, ça va provoquer des affrontements. Le 5 août 1934 à Constantine, on montre d'ailleurs les photos de ce pogrom anti-juif à Constantine le 5 août 1934 qui a profondément traumatisé la population juive de la ville, bien sûr. Mais en même temps, lorsque le régime de Vichy abroge le décret Crémieux, il y a, et c'est un paradoxe de l'histoire, un rapprochement entre les deux communautés, parce que les musulmans, les leaders musulmans comme Ferhat Abbas ou Messali, ne vont pas accepter de s'approprier, ou les oulémas ne vont pas accepter de s'approprier les biens juifs. Parce qu'ils ne veulent pas, pour reprendre une formulation de Ferhat Abbas, d'une égalité par le bas. C'est-à-dire où tout le monde redevient indigène sans droit. Ça, ils n'en voulaient pas. Et donc il y a eu ce rapprochement assez étonnant, je veux dire, qui s'est produit et qui va naturellement ensuite à nouveau bifurquer lorsqu'il y aura la décolonisation, les guerres d'indépendance, etc. Et qui fait qu'un certain nombre de membres de la communauté juive vont suivre la France par crainte d'un retour de la dimitude. C'est ça aussi, c'est ça l'élément, à mon avis, qui est l'élément décisif, l'élément central, c'est-à-dire de rester dans des sociétés où règne l'égalité citoyenne et non pas revenir à des sociétés théocratiques, des sociétés musulmanes théocratiques. En 1945, on estime à 1 million de juifs sur les territoires d'Orient. Aujourd'hui, un peu moins de 30 000. Que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire plurimillénaire de la présence des juifs en Orient? Il reste, effectivement, vous avez raison de le souligner, il reste très peu de juifs dans ces terres d'Orient. Il en existe au Maroc, c'est là où la communauté est relativement importante, de quelques milliers de personnes. En Tunisie, il y a des pèlerinages, de la Riba par exemple, ou bien il y a aussi paradoxalement des toutes petites communautés juives jusqu'en Iran. Bon, ça existe évidemment. Le fait est, c'est que la plupart des juifs ont quitté les terres d'Orient. Ce qui reste en eux, c'est l'extraordinaire nostalgie de ce départ, un peu comme les juifs qui avaient quitté l'Andalousie, vous savez, au XIVe siècle, qui ont chanté la terre perdue, avec les musulmans d'ailleurs, mais là cette fois-ci ils sont seuls à pouvoir la chanter, cette terre perdue extraordinaire, et ils ont emporté avec eux dans leur mémoire, à travers les chants, à travers la musique, à travers les liturgies religieuses, à travers tout ça, ils ont essayé de préserver, disons, cette part d'Orient qui était la leur, dans leur tête, dans leur mémoire, et ils l'ont reconstituée dans certains lieux, comme en France, bien sûr, mais aussi aux États-Unis et aussi en Israël. C'est-à-dire que la volonté de rester accroché, fidèle, disons, à cette histoire d'Orient plurimillénaire, se fait essentiellement par la mémoire. Donc essentiellement par le livre, essentiellement par la transmission, et non plus par la présence physique, par la présence charnelle. C'est pour ça qu'encore une fois, cette exposition, elle est importante, parce que elle permet de briser le silence autour de cette histoire et de faire ressurgir cette mémoire. D'où le succès de l'exposition, quelles que soient les discussions qu'il peut y avoir. Le succès est grand de cette exposition parce que c'est le retour d'une histoire qu'on croyait, à part quelques spécialistes, il en existe toujours, mais le retour d'une histoire pour les jeunes générations. C'est-à-dire de ceux qui savaient que leurs grands-parents parlaient l'arabe. Ils savaient qu'il y avait des portraits, des photos de famille, des portraits de personnages habillés en costume ottoman, par exemple, etc. Tout ça, ils le savaient. Mais comment se situer par rapport à tout ça? Comment être dans cette filiation compliquée, difficile? Et cette exposition, elle essaye de leur redonner ce fil d'une continuité perdue. Nous ne pouvons avoir d'avenir que si nous nous inscrivons dans notre passé. C'est, merci effectivement, ce message que l'on entend à travers vos paroles. Benjamin, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, de nous avoir fait vivre avec beaucoup d'amour, de sentiments et même d'exemples de vos propres familles. Cette magnifique exposition ici proposée donc à ce large public. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis. Je vous invite bien évidemment à venir nombreux au sein et au cœur de l'Institut du monde arabe pour visiter cette exposition exceptionnelle, Juifs d'Orient, histoire plurimillénaire. À très bientôt et bon dimanche.